Bienvenue sur Sculpture mentale, où nous plongeons dans la profondeur des comportements humains, des choix et des perceptions à travers les yeux des plus grands penseurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant et crucial. Les 6 personnes dangereuses que Carl Jung dit que vous devez éviter. Que vous soyez en quête de développement personnel ou simplement curieux de comprendre les relations humaines, ce que vous allez entendre pourrait changer votre perception des personnes qui vous entourent. Ces types de personnes, selon Jung, peuvent non seulement perturber votre équilibre mental, mais aussi saboter vos progrès personnels. Chaque vidéo est conçue pour éveiller votre conscience, stimuler votre réflexion et vous encourager à sculpter, pièce par pièce, votre propre esprit vers un état de bien-être et de croissance. Rejoignez-nous dans cette quête pour mieux comprendre votre esprit, vos choix et les forces invisibles qui influencent vos actions et votre destin. Alors, prenons un moment pour explorer ce sujet et découvrons ensemble comment ces individus peuvent influencer négativement votre vie. La personne narcissique, le narcissisme selon Carl Jung, ne se résume pas simplement à une vanité apparente. C'est une facette complexe et profonde de l'âme humaine, souvent dissimulée sous une façade de confiance et de charisme. Au-delà de l'ego apparent, le narcissisme est en réalité un mécanisme de défense psychologique. C'est une coquille, une forteresse construite autour d'un vide intérieur profond, une réponse aux blessures non cicatrisées de l'enfance ou à un sentiment de néant qui hante l'individu. Ce vide, bien qu'invisible, est palpable dans les comportements des narcissiques. Leur quête incessante d'admiration, de reconnaissance et de validation extérieure devient un moyen pour eux de remplir ce gouffre émotionnel. Et pourtant, peu importe combien d'applaudissements ils reçoivent, le vide reste insatiable. Les narcissiques sont souvent des maîtres de l'illusion. Ils apparaissent charismatiques, sûrs d'eux, mais ces qualités cachent une dépendance fragile à l'opinion des autres. Leur monde se construit autour de leur propre reflet et ils attendent que tout gravite autour de cette image. À travers leurs interactions, ils manipulent subtilement, parfois sans même en avoir conscience, pour obtenir l'admiration qu'ils croient nécessaire pour exister. Cependant, à mesure que l'on se rapproche de ces individus, on commence à percevoir l'énergie qu'ils drainent des autres, souvent au détriment de notre propre bien-être. Ils prennent sans jamais donner, nourrissent leur ego au détriment de la relation, laissant l'autre dans l'ombre de leur lumière. Jung nous avertit d'une manière frappante et directe. Celui qui est totalement absorbé par lui-même est un danger, car il nie l'existence des autres. Ces mots résonnent comme un appel à l'attention sur les effets néfastes du narcissisme. Quand une personne est trop absorbée par ses propres besoins, son propre reflet, elle ne peut plus voir les autres pour ce qu'ils sont. Ils deviennent des objets dans un miroir, des instruments de validation au lieu d'individus uniques avec leurs propres pensées, émotions et aspirations. C'est ce qui rend les narcissiques si dangereux. Ils utilisent les autres non pour établir une véritable relation, mais pour renforcer leur propre image. Avez-vous déjà ressenti qu'une personne dans votre vie semblait incapable de voir au-delà de ses propres besoins, vous laissant dans une relation où vous étiez toujours celui qui donnait, mais jamais celui qui recevait? Peut-être avez-vous été pris dans une dynamique où vos propres désirs, vos propres émotions, semblaient insignifiants face à l'incessante quête de l'autre pour se voir adoré et valorisé. Comment avez-vous réagi face à ce type de relation? Quelle stratégie avez-vous mise en place pour préserver votre énergie et votre identité? Il est crucial de reconnaître ces dynamiques avant qu'elles n'érodent notre propre sens de soi. Parce que, dans le narcissisme, il ne s'agit pas seulement de la personne qui est la plus visible dans la pièce, mais de la manière dont elle vous fait disparaître. Ainsi, au fur et à mesure que nous plongeons dans l'analyse de ces comportements, il devient essentiel de se rappeler que l'équilibre dans les relations humaines repose sur l'authenticité et l'empathie mutuelle. L'ombre de l'ego narcissique ne peut exister sans une lumière qui l'entoure, mais dans cette lumière,
c'est la vérité de l'être humain qui doit briller. La personne manipulatrice. Imaginez une scène ordinaire. Une personne, au sourire chaleureux, vous rassure, vous fait sentir en sécurité tout en glissant doucement une main dans votre direction. Vous la regardez dans les yeux, pensant que tout va bien, que vous êtes entre de bonnes mains. Mais, tout à coup, vous vous retrouvez dans une position inconfortable, sans savoir exactement comment vous y êtes arrivé. La manipulation est subtile. Elle ne se manifeste pas par des cris ni des gestes brusques. Elle est comme un chuchotement dans l'ombre, comme un vent doux mais persistant qui vous fait vaciller sans que vous ne le réalisiez. Chaque mot, chaque sourire est mesuré pour répondre à un besoin plus profond, celui de contrôler. La manipulation n'est pas toujours malveillante ni évidente. Ce n'est pas un acte de cruauté ouverte, mais une danse insidieuse, une litanie de petites choses qui s'ajoutent pour vous mener peu à peu à douter de vous-même. Un doute, puis deux, puis une série d'incertitudes qui érodent lentement votre sens de ce qui est juste. Selon Jung, les manipulateurs ne sont pas forcément des personnages mal intentionnés. Ils agissent souvent par un besoin inconscient de contrôle, de dominer, de façonner l'environnement autour d'eux selon leurs désirs. Ce besoin naît d'une vulnérabilité intérieure, d'une peur de ne pas être assez. Le manipulateur cherche à se rassurer en contrôlant les autres, en infligeant à ses victimes des questions qui les poussent à se remettre en question, à remettre en doute leurs propres convictions, leurs jugements, voire leur réalité. Carl Jung a écrit un jour « L'homme qui manipule les autres est celui qui ne comprend pas ses propres ombres ». Cette phrase résonne profondément dans l'esprit, car elle révèle une vérité cachée derrière le comportement manipulateur. Celui qui cherche à manipuler les autres n'a pas fait face à ses propres démons, ses peurs, ses faiblesses. Il fuit dans la manipulation pour éviter de se confronter à ses propres insécurités et doutes. Cette forme de contrôle est en réalité une fuite, une tentative désespérée de maintenir une façade intacte alors que, intérieurement, il se sent vulnérable. L'ombre, selon Jung, représente ces parties cachées de nous-mêmes que nous refusons d'accepter, et la personne manipulatrice projette cette ombre sur les autres, les obligeant à douter, à se remettre en question. Avez-vous déjà eu cette sensation de vous retrouver dans les filets d'une personne qui, avec une douceur apparente, vous a conduit à faire des choix que vous n'auriez jamais pris de manière autonome? Cette personne a su, à travers de simples mots, de petites actions, vous faire croire que c'était pour votre bien. Vous vous êtes senti obligé de suivre, de donner, de vous conformer, même lorsque quelque chose en vous criait que cela ne semblait pas juste. À ce moment-là, vous avez perdu de vue votre propre jugement, laissant cette personne prendre le contrôle. Quand avez-vous ressenti, pour la dernière fois, que votre libre arbitre était en jeu? Que vous agissiez non pas selon vos propres valeurs, mais selon celles d'une autre personne, sans même vous en rendre compte? Cette réflexion nous pousse à considérer à quel point notre capacité à discerner et à protéger notre propre liberté de penser est essentielle. Car la manipulation, bien qu'invisible, peut conduire à des conséquences dévastatrices, non seulement sur nos actions, mais aussi sur notre confiance en nous. Dans ces situations, se rappeler de ses propres valeurs, de sa propre vérité, devient une arme précieuse, un bouclier contre les forces invisibles du contrôle et de l'influence. La personne victimiste. Dans notre quête de sens et de vérité, il existe une figure complexe mais profondément dévastatrice, celle de la personne qui choisit constamment de se percevoir comme une victime. Cette attitude n'est pas simplement un état temporaire, mais un mode de vie. Selon Carl Jung, se positionner en victime de manière répétée n'est pas une réponse saine aux défis de la vie. C'est plutôt un moyen de fuir la confrontation avec les réalités et les difficultés de l'existence. En se définissant constamment comme une victime, une personne se prive du pouvoir de transformation qui réside dans l'acceptation de sa propre responsabilité, de sa capacité à changer sa situation. Le victimisme
nous enferme dans une spirale de passivité où l'on attend des autres, du monde ou de l'extérieur une solution à nos problèmes. Mais ce processus, loin de nous libérer, ne fait que renforcer notre dépendance et notre souffrance. Le victimisme, selon Jung, n'est pas seulement une recherche d'attention ou de soutien. C'est une manière de fuir l'action, de se soustraire à l'effort intérieur qui est nécessaire à la guérison. La personne qui s'identifie constamment à sa douleur, qui se nourrit des regards compatissants des autres, finit par se perdre dans cette douleur. Elle devient une prisonnière de son propre récit, incapable de se libérer, car la souffrance devient son identité. Elle se forge une image d'elle-même en tant qu'être constamment maltraitée par le monde, une figure qui cherche des solutions extérieures, mais refuse de regarder à l'intérieur pour y trouver les clés de son émancipation. Carl Jung a magnifiquement formulé cette dynamique en disant « Celui qui se considère toujours comme une victime reste dans les ténèbres de l'âme. » Cette citation est un rappel puissant que le vrai chemin vers la lumière, vers la guérison, passe par l'acceptation de sa propre puissance intérieure. Le chemin de la victimisation mène à l'isolement et à l'obscurité de l'âme, car il empêche la personne de se confronter à ses ombres et à ses propres peurs. En choisissant de voir le monde uniquement sous le prisme de la souffrance, elle ne peut accéder à la liberté et à la paix intérieure. Ressentez-vous parfois cette lourde sensation, comme si vous étiez constamment entouré de personnes qui semblent incapables de sortir de leur propre malheur. Elles se retrouvent sans cesse dans des cycles de douleur, recherchant toujours des solutions à l'extérieur, mais sans jamais entreprendre de démarche pour se relever par elles-mêmes. Ces personnes, malgré toute la compassion que vous leur offrez, semblent préférer se nourrir de leur douleur plutôt que de chercher activement à se guérir. Face à cela, que pouvez-vous faire? Comment aider quelqu'un qui trouve plus de confort dans la douleur que dans la guérison? C'est une question délicate, car la véritable aide ne consiste pas simplement à offrir des solutions extérieures, mais à aider la personne à comprendre que la clé de sa guérison réside en elle-même. Aider quelqu'un à sortir de l'état de victimisme nécessite de l'encourager à regarder au-delà de la douleur, à comprendre que l'on peut se réinventer, se reconstruire, à condition d'accepter cette responsabilité de transformation. Mais comment faire face à cette résistance intérieure qui empêche certains de vouloir évoluer? Cela soulève une question fondamentale sur la nature du changement. À quel moment une personne cesse-t-elle d'être une victime et choisit-elle d'être l'auteur de son propre destin? Et si nous, en tant qu'individus, pouvions voir au-delà de la souffrance apparente des autres, comprendre que derrière chaque douleur se cache une opportunité de croissance, alors peut-être serions-nous mieux préparés à encourager ce changement intérieur plutôt qu'à nourrir sans fin une souffrance qui n'attend que notre validation. La personne inauthentique. L'inauthenticité, selon Carl Jung, est bien plus qu'un simple déguisement ou une apparence superficielle. C'est une forme insidieuse de désintégration de l'âme, un processus où l'individu se perd dans les rôles qu'il joue, dans les attentes qu'il tente de satisfaire et dans les illusions qu'il tisse autour de lui-même. Ces personnes, souvent vues comme des acteurs de leur propre vie, portent un masque qui dissimule leur véritable essence. Elles se transforment en copie, en réplique de ce que la société, leurs proches ou même elles-mêmes attendent d'elles. Ce masque n'est pas toujours visible. Parfois, il est si bien ajusté qu'il semble faire corps avec la personne. Mais à l'intérieur, derrière cette façade, il y a un vide, une âme perdue, qui ne sait plus qui elle est vraiment. Selon Jung, ces individus sont comme des miroirs déformants. Ils reflètent les attentes des autres, et non leur propre vérité. Ils sont pris dans un cycle où leur existence est définie par les désirs et les jugements externes, jamais par leur propre conscience. Ils vivent dans un monde de projection où ce qu'ils montrent au monde n'a aucune véritable substance, aucune connexion profonde avec leur être intérieur. Ce monde extérieur, façonné par les regards des autres, devient leur réalité, tandis que leur véritable nature,
restent cachés, inaccessibles même pour eux-mêmes. Ces individus sont des ombres, des spectres, errant sans pouvoir saisir ce qui se trouve au plus profond de leur âme. Jung met en garde avec une précision frappante: l'authenticité est le seul chemin vers la liberté intérieure. Ce qui est faux est toujours une prison. Ce simple avertissement ouvre une porte vers une réflexion plus profonde. Car dans cette quête incessante de validation et de conformité, l'âme se retrouve piégée dans une prison de fausses identités, d'illusions et de rôles sociaux. Si l'authenticité est la clé de la liberté intérieure, alors l'inauthenticité est, par contraste, une forme d'autocensure spirituelle, une condamnation à vivre sous un masque. La personne inauthentique est une âme prisonnière de ses propres illusions, enfermée dans une version d'elle-même qui n'est qu'un miroir déformé des attentes extérieures. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange que quelqu'un autour de vous se cache derrière une façade? Comme si cette personne ne voulait jamais vraiment se montrer telle qu'elle est, se protégeant derrière des sourires, des réponses toutes faites, des attitudes façonnées pour plaire ou pour correspondre à une image idéale. Vous avez peut-être eu l'impression qu'elle se perdait dans ses propres jeux de rôle, oubliant parfois où se trouve la réalité et où commence l'artifice. Ces moments de doute peuvent être perturbants, car ils vous poussent à vous demander « qu'est-ce qui est vrai dans tout cela ?» Et vous, quelle est la distance entre ce que vous montrez au monde et ce que vous ressentez au plus profond de vous-même? Combien de fois avez-vous, vous aussi, porté un masque pour répondre aux attentes des autres, ou pour éviter de dévoiler des aspects de vous-même qui restent cachés? La véritable question n'est pas seulement celle de l'authenticité des autres, mais aussi celle de notre propre capacité à nous montrer tels que nous sommes. Combien de fois avons-nous étouffé notre essence pour nous adapter, pour ne pas déranger, pour ne pas affronter notre propre vulnérabilité? L'inauthenticité, en fin de compte, est une manière de se protéger du monde extérieur, mais elle nous prive également de la beauté, de la vérité et de la liberté qui réside dans l'acceptation de notre propre nature profonde. L'invitation ici est de regarder au-delà de la surface, de quitter le monde des illusions et de la conformité, pour oser vivre selon nos propres vérités, sans peur, sans masque. C'est en ce moment que l'âme trouve sa véritable liberté. La personne dépendante. Les individus dépendants, qu'ils soient émotionnellement ou matériellement, sont souvent des sources insidieuses d'épuisement. Ils peuvent, sans même s'en rendre compte, drainer l'énergie et les ressources des personnes autour d'eux. Leur dépendance n'est pas toujours apparente à première vue. Au début, cela peut sembler inoffensif. Une demande d'aide, un soutien émotionnel, une demande ponctuelle de réconfort. Mais à mesure que le temps passe, leur incapacité à prendre des décisions indépendantes ou à se suffire à eux-mêmes devient un poids lourd à porter. Et parfois, cela commence à se sentir comme une responsabilité écrasante. Ces personnes, constamment en quête d'approbation, de validation et de soutien, semblent incapables de se détacher des autres pour forger leur propre chemin. Elles cherchent à se conforter dans l'attachement à ceux qui les entourent, sans jamais s'engager dans un processus autonome de prise de décision. Carl Jung a souligné que l'indépendance mentale et émotionnelle est un pilier fondamental du bien-être psychologique. Une personne qui ne parvient pas à se détacher des autres, qui ne sait pas comment se soutenir seule, vit dans une forme de dépendance qui peut l'empêcher de s'épanouir véritablement. Ce manque d'indépendance l'empêche de trouver son propre équilibre, de faire face aux défis de la vie de manière autonome et d'assumer ses responsabilités. Au lieu de développer une confiance intérieure, cette personne s'en remet constamment aux autres pour combler ses lacunes émotionnelles ou pour résoudre ses problèmes, ce qui l'empêche d'évoluer et de se renforcer personnellement. Le piège de cette dépendance est qu'il crée un cercle vicieux où l'individu attend des autres qu'ils lui apportent des solutions, mais sans jamais se donner les moyens de les trouver lui-même. Jung a dit « L'homme véritablement libre est celui qui se tient seul, solide,
sans dépendre des autres. Cette citation révèle l'essence de la liberté psychologique. La véritable indépendance ne réside pas seulement dans l'absence de dépendance matérielle, mais dans l'autonomie émotionnelle et mentale. C'est la capacité à faire face seul aux tempêtes internes et externes, à prendre des décisions sans chercher systématiquement l'approbation ou le soutien des autres. Se tenir seul, solide, comme un arbre enraciné dans le sol, permet de se découvrir, de se comprendre et de se développer indépendamment de l'extérieur. Avez-vous déjà rencontré une personne qui vous demande constamment de l'aide, mais qui refuse de prendre des initiatives pour se sortir de ses difficultés? Une personne qui, malgré vos efforts, semble toujours dans une position de besoin, sans jamais essayer de se relever par elle-même. Vous vous retrouvez alors à jouer un rôle de support émotionnel constant, à apporter des solutions, mais à un moment donné, vous réalisez que l'effort n'est pas réciproque. Cela devient épuisant, non seulement parce que vous donnez sans retour, mais aussi parce que vous avez l'impression que cette personne ne cherche jamais à s'aider elle-même, à se prendre en main. Oh, quand devient-il épuisant de porter les fardeaux émotionnels des autres? La ligne est parfois floue, car aider quelqu'un dans le besoin est naturel. Mais quand cette aide devient une constante, un cycle sans fin où l'autre ne cherche jamais à se libérer de sa propre dépendance, cela peut entraîner un épuisement émotionnel profond. Il est important de se rappeler que pour que quelqu'un puisse véritablement évoluer, il doit apprendre à se soutenir lui-même, à développer sa propre résilience. Une aide trop constante, bien que bien intentionnée, peut en fait empêcher l'autre de grandir et de se découvrir. À un moment donné, il devient nécessaire de poser des limites et de permettre à l'autre de trouver sa propre voie. Car la vraie croissance vient du moment où l'individu se prend en main, où il se relève par ses propres efforts, loin de la dépendance qui l'enchaîne. La dépendance, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle, n'est donc pas simplement un fardeau pour celui qui la porte, mais aussi pour ceux qui sont appelés à l'endurer. La véritable liberté, selon Jung, réside dans l'autonomie, dans la capacité à se tenir seul, à affronter les tempêtes de la vie sans chercher sans cesse des secours extérieurs. C'est un chemin difficile, certes, mais c'est celui qui mène à une véritable transformation et à un épanouissement durable. La personne envieuse, l'envie, ce poison silencieux, s'infiltre dans l'âme, léchant doucement ses bords avant de la consumer totalement. C'est une émotion qui naît dans les profondeurs de l'être, une brèche ouverte par un vide intérieur, par un sentiment insatiable de ne pas être assez. Une personne envieuse ne peut jamais goûter à la joie de l'instant présent. Elle est constamment tournée vers ce qu'elle croit manquer, plutôt que de voir la richesse qui l'entoure. Comme un miroir déformant, l'envie lui fait croire que le bonheur des autres est un reflet du sien, un indice qu'elle est inférieure, moins méritante, moins bénie. Dans cette quête insatiable de ce que les autres possèdent, l'envieux oublie de nourrir ce qu'il possède déjà, et c'est là que réside la tragédie. Il se prive de la beauté qui l'entoure, des dons qu'il porte en lui. Selon Carl Jung, l'envie est bien plus qu'un simple désir d'avoir ce que l'autre possède. Elle est une déformation du cœur humain, un poison lent et subtil qui ronge les relations et l'épanouissement personnel. L'envie est le poison du cœur humain. Elle nous aveugle à la beauté du présent. Ce poison, à la fois insidieux et corrosif, non seulement déforme notre perception de ce que nous avons, mais nous empêche également de nous élever. L'envie nous fige dans un présent qui n'est jamais assez, dans un « si seulement » qui ne se réalise jamais. Il est plus facile de regarder les fruits de l'arbre d'un autre que de se pencher sur notre propre arbre, et pourtant, c'est dans ce dernier que réside notre propre potentiel de croissance. L'envie éteint la flamme de la gratitude et de la reconnaissance. Elle pousse à regarder ailleurs, tout en négligeant ce que l'on pourrait construire, cultiver et nourrir soi-même. L'envie est une mer calme à la surface, mais une tempête sous la peau. Elle commence par une pensée furtive,
une petite graine qui se glisse dans l'esprit. Pourquoi lui et pas moi? Puis, lentement, cette graine se nourrit de la comparaison. Elle prend racine dans l'âme, grandissant jusqu'à devenir un arbre qui cache tout ce que l'on a à offrir. Cette pensée continue de se nourrir de notre insatisfaction. On se compare à ceux qui réussissent mieux, à ceux qui semblent plus heureux, à ceux qui semblent avoir la vie parfaite. Mais cette quête du parfait ne fait que nous éloigner de notre propre bonheur, de notre propre beauté intérieure. Quand avez-vous été témoin de l'envie chez un proche, celui qui ne se contente jamais de ce qu'il a, mais qui est toujours tourné vers ce que les autres possèdent? Peut-être avez-vous vu quelqu'un qui, au lieu d'apprécier ses propres succès, se concentrait sur ceux des autres, ne trouvant jamais de satisfaction dans ce qu'il avait construit. Ces personnes sont comme des voleurs invisibles, volant leur propre paix intérieure en se concentrant sur la grandeur des autres, sans jamais reconnaître leur propre réalisation. Cela vous a-t-il fait mal, en quelque sorte? Avez-vous vu comment l'envie peut détruire la joie des petites victoires, et comment elle peut assombrir même les plus belles étapes de la vie? Et vous, comment faites-vous face à vos propres comparaisons internes? À cette petite voix, parfois sourde, parfois bruyante, qui vous dit « ce que j'ai n'est pas suffisant ». Cette voix, elle ne vous laisse jamais tranquille, vous murmure que ce que vous possédez est insignifiant par rapport à ce que les autres ont. Mais que se passe-t-il si, au lieu de vous comparer, vous vous arrêtez un instant pour admirer le jardin que vous avez cultivé? Que se passe-t-il si, plutôt que de tourner vos yeux vers l'herbe plus verte de votre voisin, vous vous concentrez sur l'épanouissement de votre propre plante, aussi modeste soit-elle? La question n'est pas de savoir si ce que vous avez est plus ou moins que ce que l'autre possède. La question est, comment cultivez-vous ce que vous avez sans jamais vous laisser distraire par l'ombre du désir de ce que vous n'avez pas encore? L'envie est une illusion, un mirage qui disparaît dès que l'on choisit de regarder en soi-même, de se libérer de la comparaison et d'apprécier ce que l'on a, dans sa forme la plus pure et la plus authentique. Les 6 types de personnes que Carl Jung décrit dans son œuvre sont plus qu'une simple catégorisation des individus autour de nous. Elles sont des reflets des différents aspects de nous-mêmes que nous devons apprendre à reconnaître et à affronter. La question qui demeure est la suivante. Êtes-vous prêt à identifier ces individus dans votre vie et surtout à comprendre ce qu'ils révèlent sur vous-même? Car la compréhension de ces comportements est la première étape vers la transformation personnelle. Rappelez-vous, ce que nous devons affronter dans les autres, nous devons d'abord le comprendre en nous-mêmes. Si ce sujet vous a interpellé, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Qu'en pensez-vous des 6 types de personnes identifiées par Jung? Avez-vous déjà eu affaire à l'un d'eux? Abonnez-vous à la chaîne pour plus de réflexions profondes et d'analyses psychologiques qui vous aideront dans votre cheminement personnel.